Bonjour à tous, alors bienvenue à notre premier webinaire dédié à la CSRD et à ses impacts. Il est 11 heures, donc je vous propose d'attaquer tout de suite. Donc je suis Mathieu-Henri Dollière, associé fondateur d'Altermes. Pour présenter ce webinaire, je suis accompagné de Pauline et de Mathieu. Pauline, je te laisse te présenter. Donc, Pauline Brachet, moi je suis associée en charge du pôle RSE et impact chez Altermes et j'ai la particularité d'avoir une double compétence finance et RSE puisque j'ai exercé des fonctions d'auditrice financière chez KPMG et j'ai également occupé des fonctions de responsable RSE dans une ETI du secteur industriel. Mathieu, je te laisse te présenter Oui, également. bonjour à tous. Donc, je m'appelle Mathieu Fournier-Leray et donc je suis l'un des associés fondateurs du cabinet Altermes. Je suis expert comptable et commissaire aux comptes. Et dans le cadre de mes mandats de commissaire aux comptes, je suis directement concerné par la CSRD puisque certains de mes clients auront l'obligation depuis en 2026. Donc, à ce titre, je suis actuellement en formation pour obtenir les accréditations de certification d'ici la fin du mois de juin prochain. Merci. Alors avant d'attaquer, peut-être une présentation rapide de qui nous sommes, Altermes, et comment nous pouvons vous accompagner finalement autour des sujets de la durabilité. Donc nous pouvons vous accompagner en commençant par faire finalement un diagnostic RSE pour comprendre un peu quels sont les enjeux qui s'appliquent à vous. Enchaîner derrière avec finalement un management de projet en détachant finalement des personnes de nos équipes directement chez vous pour renforcer vos équipes sur le sujet RSE. Mettre en place derrière des tableaux de bord qui permettront de piloter et de monitorer finalement ces différents enjeux, sachant que nous avons en interne des développeurs informatiques qui peuvent vous aider à mettre en place ces tableaux de bord. Ensuite, enchaîner avec un bilan carbone qui vous permettra effectivement de connaître où vous en êtes en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Et ensuite, de pouvoir définir finalement une trajectoire de décarbonation grâce à nos experts. Nous pouvons aussi également vous accompagner sur la partie communication extra-financière, et notamment un enjeu important qui nous réunit aujourd'hui, c'est celui de la CSRD. Et enfin, donc former vos équipes aux enjeux de la RSE de manière générique. Voilà, donc un panel relativement large de missions qui peuvent être réalisées par Altermes autour de ce sujet de la durabilité. Ce qui nous réunit donc aujourd'hui, c'est le sujet de la CSRD. Donc peut-être un petit rappel en introduction de ce point, c'est que l'objectif finalement de la CSRD, c'est de normaliser les données extra-financières en précisant vraiment quels sont les indicateurs attendus sur les thèmes de l'ESG. L'ESG, c'est Environnement, Social, Governance. Donc, vraiment, premier point, normaliser les données extra-financières. Ensuite, ça va être d'élargir finalement le périmètre des entreprises qui sont concernées par rapport à celles qui ont des obligations actuellement autour de ces enjeux. Et enfin, c'est de rendre obligatoire finalement la vérification de ce rapport de durabilité pour toutes les entreprises qui sont soumises, bien sûr, à cette nouvelle loi. Donc le sujet de la CSRD, c'est un enjeu qui est relativement nouveau, qui dépend d'une transposition en France de la loi européenne qui est parue en décembre dernier. C'est une loi qui est relativement complexe dans sa mise en œuvre, et donc c'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'initier finalement plusieurs webinaires. Le premier donc est aujourd'hui. Nous avons un deuxième webinaire qui se tiendra en mai, de telle manière à pouvoir vraiment vous permettre d'intégrer toutes les problématiques d'appropriation des attentes de la CSRD, et aussi vous donner les éléments clés pour pouvoir mettre en œuvre de manière très pratique cette loi. Donc voilà, de nouveau ravi de vous accueillir pour cette première présentation qui va aborder des concepts clés de la CSRD. Quelles sont les entreprises qui sont concernées? Quelle est la structure de rapport de durabilité? Quelles sont finalement les normes ECRS? Appréhender un sujet important qui est celui de la double matérialité, et enfin comprendre quelle vérification est attendue au niveau du rapport de durabilité. Donc l'idée, c'est vraiment que cette présentation vous soit le plus utile possible, donc n'hésitez pas à nous poser des questions tout au long de cette présentation, et je me ferai fort de poser ces questions à notre équipe.
Avant de commencer, on souhaiterait avoir quelques informations, finalement, savoir où est-ce que vous en êtes, vous, de la mise en place de la CSRD dans votre entreprise. Donc, je lance un petit sondage. L'idée, c'est voilà, de savoir où est-ce que vous en êtes et puis pouvoir adapter notre discours. Je vous laisse répondre rapidement à ce petit sondage. Alors, 50% n'est pas du tout prêt et pas du tout au courant de la notion de la CSRD, ok, et 50% je cherche activement des solutions pour mettre en œuvre la CSRD. Ok, bon, très bien, merci pour ce premier retour. Et puis un deuxième sondage rapide. Tac. Sur finalement qui êtes-vous, quelle est la taille de votre société. Ok, donc globalement, je vois donc 50% des sociétés qui sont supérieures à 250 salariés, en tout cas qui respectent les critères d'éligibilité, et 50% de PME non cotées. Ok, super, merci pour vos retours. Donc on va attaquer tout de suite la présentation. Donc, on va voir à présent dans quel contexte s'insère la CSRD et quels en sont ses objectifs. Donc, comme le montre cette slide, on voit en fait une évolution progressive concernant le reporting sur les données extra-financières, avec depuis 2001 un ensemble de réglementations qui a été mise en place, et notamment la NFRD en 2014, traduite en DPEF en 2017. Je suis désolée pour ces acronymes, on y reviendra plus tard. Puis, ce qu'il faut constater, c'est une accélération sur ces dernières années pour nous emmener à ce qui nous réunit aujourd'hui, donc à savoir l'adoption de la CSRD qui conduira au rapport de durabilité. Tu peux passer, Mathieu, sur la slide suivante. Donc, en fait, on entend beaucoup parler de la CSRD et pour nous, c'était important d'évoquer avec vous les principaux points de changement induits pour les entreprises. Donc, le premier point, clairement, c'est la normalisation des données extra-financières. La CSRD va venir définir un cadre strict et elle précise l'ensemble des indicateurs attendus sur les thèmes ESG, donc c'est-à-dire environnement, social et gouvernance. Le deuxième point, c'est l'élargissement du périmètre. Et ça, c'est un vrai bouleversement pour les entreprises qui n'étaient jusqu'à présent pas soumises à cette fameuse DPEF, donc déclaration de performance extra-financière, puisque le point de changement majeur, c'est notamment l'intégration des SAS dans le scope de cette norme, qui était jusqu'à présent exclue du dispositif de la DPEF. Pour vous donner un ordre d'idée du nombre d'entreprises impactées, c'est 6 000 entreprises en France et c'est 50 000 en Europe. Donc oui, clairement, l'impact est important. Troisième point, donc la vérification du rapport de durabilité. Cette vérification, elle sera obligatoire pour toutes les entreprises soumises à cette norme et cela portera sur l'ensemble des informations, y compris la taxonomie. Donc, je reviendrai sur ce point par la suite et Mathieu détaillera un petit peu plus tard qu'est-ce qui va être attendu en matière de vérification du côté de l'OTI ou des commissaires aux comptes. Enfin, dernier point, quatrième et dernier point, c'est l'intégration d'objectifs et de plans de transition. Donc là, on sort du cadre unique des données quantitatives à reporter et qui porterait uniquement sur l'exercice écoulé. L'entreprise, elle va devoir faire l'exercice finalement de se projeter en précisant ses objectifs de transition. Ces objectifs, ils vont devoir être précis et l'entreprise, elle devra indiquer les ressources financières allouées à cette transition. Bon, à ce stade, et on l'évoque plus en détail dans notre deuxième webinaire consacré à la CSRD, il est important de vous préciser qu'il va y avoir des dispositifs ou des dispositions transitoires et que donc, il sera possible de ne pas publier certaines données dès la première année. Et c'est notamment le cas pour les effets financiers. Mathieu, tu peux passer... Ah, on t'entend pas, Mathieu, tu as ton micro qui est coupé, je pense. C'est ma souris qui est un petit peu capricieuse.
Alors, le scope de la CSRD, donc en gros, il se déroule en 3 vagues. Les premières entreprises concernées par la publication sont les entreprises actuellement soumises à la DPEF, donc la déclaration de performance extra-financière. Donc celles-ci, elles devront publier en 2025 sur la base d'un reporting à fin 2024. Alors ces entreprises, ce sont les sociétés cotées dont le chiffre d'affaires est supérieur à 40 millions ou le total bilan supérieur à 20 millions et qui ont plus de 500 salariés. Ou encore les sociétés non cotées dont le chiffre d'affaires et le total bilan sont supérieurs à 100 millions et qui ont plus de 500 salariés. Alors Pauline l'a souligné, mais les SAS ne sont pas concernés par ces seuils, ce qui exclut beaucoup de sociétés puisque c'est la forme juridique la plus répandue. Bon, néanmoins, ces sociétés, cela concerne environ 1500 entreprises en France. Donc, c'est principalement les grands groupes cotés. Donc, ces entreprises ont déjà commencé à travailler sur la publication, puisque pour la plupart, il ne s'agit pas d'un sujet nouveau et des ressources ont été recrutées depuis plusieurs années déjà sur les sujets de la RSE. Alors, la deuxième vague devra publier en 2026 sur la base d'un reporting en 2025. Donc, elle concerne les entreprises qui dépassent 2 des 3 seuils suivants, donc 50 millions de chiffre d'affaires, plus de 25 millions de total bilan et plus de 250 salariés. Donc, ces sociétés sont cotées ou pas et peu importe leur forme juridique. Donc, l'exception des SAS est désormais levée. Donc, ces seuils s'apprécient au niveau d'un groupe pour la société mère. Alors, un exemple, si une société a 2 filiales qui font chacune 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, la société mère rentrera dans le scope de la CSRD. Alors, la plupart du temps, ce seront les agrégats financiers qui déclenchent le franchissement des seuils et non le nombre de salariés. Donc, on peut prendre l'exemple d'une société d'import-export qui a beaucoup de chiffre d'affaires et du stock et très peu de salariés. Donc, celle-là, elle sera scopée par le biais de ces agrégats financiers. Alors, attention, si la société ne dépasse pas les seuils en 2023 et qu'elle les dépasse en 24 et en 25, elle publiera seulement en 2027 sur la base du reporting à fin 2026, puisque le dépassement des seuils s'apprécie sur 2 exercices consécutifs. Donc cette deuxième vague, donc Pauline l'a souligné, elle concerne environ 6000 sociétés en France, et ce sont ces sociétés qui constituent le groupe par la CSRD et qui devront vraiment anticiper les problématiques de la publication. Enfin, la troisième vague concerne les entreprises qui devront publier en 2029 sur la base de leur reporting à fin 2028 et donc qui comprennent d'une part les PME cotées sur un marché réglementé. Donc, en réalité, très peu de sociétés seront concernées. Et puis d'autre part, les groupes hors de l'Europe, donc hors UE, qui réalisent un chiffre d'affaires consolidé dans l'Union européenne de plus de 150 millions d'euros sur 2 exercices consécutifs. Donc l'obligation de publication s'applique pour l'ensemble du groupe, donc UE et hors UE. Donc, je donne un exemple. Par exemple, un groupe turc qui a une filiale en France qui réalise un chiffre d'affaires supérieur à 300 millions d'euros, par exemple, la filiale devra publier pour son périmètre en 2026, puisqu'elle rentrera dans le scope de la deuxième vague, donc sur la base de son reporting à fin 2025. Et en revanche, le groupe, dont le CA, imaginons, s'élève à 10 milliards d'euros dans le monde entier, devra publier en 2029 pour l'ensemble de ses activités dans le monde. C'est quand même assez structurant. Donc, voilà pour le scope. Au cas particulier, donc l'application des seuils peut s'avérer assez complexe, comme vous pouvez le comprendre. Donc, si vous découvrez le sujet et que vous n'êtes pas encore posé la question, je vous conseille de vous focaliser sur le scope de la deuxième vague, car si vous êtes concerné, les travaux à mettre en œuvre pour respecter l'obligation de la publication seront à initier rapidement. Merci. Donc, autre point clé, finalement, c'est la structure du rapport CSRD. Et le premier point, c'est l'emplacement du rapport de durabilité. Donc, il faut savoir que ce rapport, il sera directement intégré dans le rapport de gestion de l'entreprise et il sera effectué non pas au niveau de chaque entité, mais bien au niveau de la maison mère, c'est-à-dire la société consolidante. Comment ce rapport sera-t-il structuré ?
Il y aura d'abord les informations générales qui correspondent à la norme ESRS 2, on va y revenir par la suite, et c'est notamment à cet emplacement qu'on vient de détailler la gouvernance sur les sujets ESG ou encore le process pour établir la matrice de double matérialité. Ces informations-là, elles sont obligatoires. Ensuite, on viendra communiquer sur des normes dites thématiques. On va le voir plus en détail également, avec des normes sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance. Attention, point important, vous ne devrez reporter sur ces normes que si elles sont considérées comme matérielles. Pareil, on va y venir par la suite. À ce stade, il est également important de vous indiquer que d'autres normes sont attendues. Ce sera des normes dites sectorielles qui seront applicables en fonction du secteur d'activité de l'entreprise. Ce projet de norme, pour l'instant, il a été décalé, donc on n'a pas de visibilité sur quel horizon de temps ces normes s'appliqueront. Enfin, c'est également dans ce même rapport que seront communiquées les informations sur la taxonomie. Donc, pour rappel ou information, la taxonomie, elle consiste à définir si les activités d'une entreprise sont éligibles et donc considérées comme durables d'après certaines normes en vigueur, puis de venir identifier la part du chiffre d'affaires qui est alignée sur cette taxonomie. Bon, clairement, ce point-là, il mériterait un webinaire à lui seul, puisque là aussi, il va impliquer pas mal de données attendues de la part des entreprises. Nous souhaitions juste ici mettre en avant qui va être également, que ces informations-là vont être attendues dans le rapport de durabilité. Mathieu, tu peux passer. Donc, 12 normes de reporting. Donc, le rapport CSRD, il contient 12 normes, dont 2 dites transverses et 10 dites thématiques. La norme ESRS 1, elle indique les informations qualitatives attendues et comment la donnée doit être intégrée. Donc, par exemple, un peu comme sur le modèle du rapport financier, elle indique quel périmètre retenir, comment signaler une erreur, quel est le périmètre de la chaîne de valeur, etc., etc. La norme ESRS 2, donc la deuxième norme transverse, elle, ce sera le minimum requis dans le rapport de durabilité. C'est-à-dire que si aucun enjeu matériel ne ressortait de votre analyse de double matérialité, bon, la probabilité est quand même faible, mais dans tous les cas, vous devriez quand même reporter sur cette norme. Et c'est notamment dans cette partie, comme je le disais précédemment, qu'on va venir indiquer la gouvernance, le modèle d'affaires de l'entreprise, le déroulé de l'analyse de double matérialité. Enfin, donc les 10 autres normes affichées sont toutes soumises à analyse de double matérialité, c'est-à-dire que si, une fois votre analyse de double matérialité réalisée, vous n'identifiez pas d'enjeu sur la biodiversité, donc ici on le voit, c'est la norme ESRS E4, alors vous n'aurez aucune donnée à publier sur cette ESRS. J'insiste sur ce point, pourquoi ? On a pu entendre que dans la CSRD, il y avait 1178 points de données qui étaient attendus. Alors, oui, c'est vrai, dès lors que l'ensemble des enjeux sont matériels pour une entreprise et donc on se retrouverait à reporter sur l'ensemble des normes qui sont affichées ici. Dans la réalité, la probabilité est relativement faible, donc vous n'aurez pas à reporter sur 1178 points de données, sauf cas particulier. On vous a indiqué sur la droite un exemple de ce qui pouvait être attendu. Donc, ainsi pour le SRS S1, donc la norme qui concerne les employés, il y a 37 sous-thèmes, 62 sous-thèmes. Et voici la typologie d'informations qu'une entreprise peut être amenée à publier. Donc, dans notre cas, là, l'exemple, c'est sur la diversité en entreprise. Pour que vous ayez aussi des ordres de grandeur, 45% des indicateurs qui vont être attendus concernent le climat et 20% les sujets plutôt RH. Donc là aussi, en fonction de comment vous êtes organisé dans votre entreprise, ça peut vous indiquer un petit peu quels services vont être sollicités. Enfin, on a souhaité souligner donc des dispositifs transitoires pour les entreprises de moins de 750 salariés. Là aussi, on y reviendra plus en détail dans notre deuxième webinaire. Ces entreprises, elles bénéficient de nombreuses exceptions dans les premières années pour leur laisser le temps de se mettre en ordre de marche pour la suite. Ainsi, par exemple, les entreprises de moins de 750 salariés qui, la première année, n'auraient pas réalisé de bilan carbone sur l'ensemble des scopes ont la possibilité de s'exempter des données du scope 3. Bon, pour rappel, dans le bilan carbone, les données du scope 3, c'est peut-être les plus complexes à aller récupérer. Et de même, dans les 2 premières années, si, d'après leur analyse de matérialité, elles déterminaient que, par exemple, la norme, toujours la même, E4, donc la norme de la biodiversité, était matérielle, elles auraient la possibilité d'indiquer
qu'elle ne publie pas sur ces données parce que les données ne sont pas disponibles. Donc, il faut garder en tête qu'il y a des dispositifs transitoires qui sont quand même plus forts, on va dire, pour les entreprises de moins de 750 salariés. On va passer à la suite, Mathieu, donc à savoir la double matérialité. Donc, l'analyse de double matérialité, je le répète pas mal dans ce webinaire, mais c'est parce que c'est la pierre angulaire finalement de la CSRD. Et je dirais même que c'est le point essentiel de démarrage pour s'assurer de produire un rapport de durabilité qui sera conforme aux attendus. Cette analyse, elle est stratégique en fait quelque part pour votre entreprise, puisqu'elle va permettre d'identifier les enjeux clés de durabilité pour l'entreprise et pour la société et l'environnement. C'est cette analyse qui déterminera quelles normes seront applicables pour votre entreprise. Alors, je sais que les notions qui vont suivre, elles peuvent paraître complexes pour beaucoup d'entre vous, donc je vais essayer de rendre clairs les points suivants. Si jamais vous aviez des questions, s'il vous plaît, n'hésitez pas. Donc, le premier point, et vous le voyez sur la gauche, c'est l'analyse de matérialité sous le prisme financier. Donc, on parle de matérialité financière. Ici, la question à se poser va être quels sont mes risques et quelles sont mes opportunités pour mon entreprise, par exemple, en cas de réchauffement climatique. J'insiste, c'est très important de ne pas aborder uniquement la notion de risque, mais également la notion d'opportunité. Par exemple, donc je suis une entreprise du secteur aéronautique, je produis des pièces d'avion. Un de mes risques en cas de changement climatique, ça pourrait être la baisse de fréquentation dans mes avions, en lien avec l'image qui est associée ou avec des taxes potentielles, et donc potentiellement une baisse de chiffre d'affaires. D'un point de vue opportunité, c'est également le renouvellement des flottes d'avions pour y intégrer des moteurs moins gourmands en kérosène et donc du chiffre d'affaires complémentaire. Voilà pour l'exemple sur la notion de risque ou opportunité financière pour mon entreprise. Une fois que l'ensemble des enjeux donc, qui sont dictés par le SRS 1, et là aussi dans le deuxième webinaire, on détaillera les enjeux sur lesquels on doit faire l'analyse de double matérialité. Une fois que ces enjeux ils ont été analysés sous le prisme de la matérialité financière, on passe à l'analyse d'impact. C'est sur l'encart de droite. Donc, l'analyse d'impact, la question à se poser, c'est quels sont les impacts positifs ou négatifs sur la société ou l'environnement. Par exemple, sur le sous-thème de la santé et la sécurité des personnes, un des impacts négatifs de l'entreprise pourrait être un impact sur la santé des salariés. Exemple, respiration de polluants conduisant à des maladies. À la fin de ces deux analyses conjointes, donc l'analyse de matérialité financière et l'analyse d'impact, on sélectionne l'ensemble des enjeux qui sont matériels sur le plan financier et j'insiste, c'est pas forcément les deux, ça peut être que sur le plan financier ou que sur le plan de l'impact, on sélectionne l'ensemble de ces enjeux qui ressortent. Très souvent, bien entendu, ces enjeux, ils auront la double matérialité. Donc, si je reprends le cas du changement climatique dans une entreprise aéronautique, on a vu l'impact sur la partie financière, mais on peut aussi très bien imaginer que produire des pièces qui vont dans un avion peut conduire à augmenter des émissions de gaz à effet de serre et donc avoir une notion d'impact. En synthèse, l'analyse de double matérialité, c'est la revue de l'ensemble des enjeux fournis par le SRS 1 sous le prisme financier, donc la notion d'opportunité et risque financier pour mon entreprise, et sous le prisme de la société, c'est-à-dire quels sont les impacts de l'entreprise sur son environnement au sens large. Voyons maintenant, pour conduire son analyse de double matérialité, quelle est la bonne pratique et comment est-ce qu'on s'y prend. Le premier point, c'est la prise en compte du contexte. Bon, déjà, est-ce que mon entreprise, elle a une activité? Est-ce qu'elle a plusieurs activités? Est-ce que ces activités-là sont différentes? Autre point, quel est le rapport de force de mon entreprise dans la chaîne de valeur? Quelles sont mes parties prenantes? Est-ce que j'ai la société civile, les actionnaires, des financeurs, mes clients, mes salariés? Bref, vous l'avez compris, l'idée là, c'est de vraiment de venir se focaliser sur dans quel environnement évolue mon entreprise. Le deuxième point, ça va être l'identification des impacts, risques et opportunités. On parle des aéros. Donc, comme on l'a vu précédemment, c'est la prise en compte des enjeux d'un point de vue financier pour l'entreprise, donc mes risques et opportunités financières, et d'un point de vue de son impact sur la société et l'environnement. Point d'attention, l'identification de ces impacts, risques et opportunités, elle se fait en brut.
Donc, je reprends mon exemple sur la santé des collaborateurs. J'identifie les impacts potentiels ou réels de l'entreprise sur la santé de mes collaborateurs. Mais à ce stade, je ne prends pas encore en compte les actions mises en place par l'entreprise pour limiter ces risques. Par exemple, la mise en place de PI, d'aspiration dédiées, de CAPEX dédiés sur ces sujets-là. Je me pose juste la question de quel est l'impact de mon entreprise sur la santé de mes salariés compte tenu de mon activité. Le troisième point, donc, c'est l'évaluation de ces AIRO, impact, risque et opportunité. Et pour cela, nous, on vous conseille d'identifier des seuils financiers et ou de criticité pour déterminer si l'enjeu, il est matériel ou non. On vous suggère d'établir une échelle de 1 à 4 avec l'identification de seuils pour chaque typologie d'enjeu. Ici, on vous a donné l'exemple d'une matérialité de cotation pour la matérialité financière, donc les risques et opportunités pour mon entreprise, avec un niveau critique. Bon, clairement, ces seuils, ils peuvent être adaptés pour chaque entreprise, puisque vous voyez ici que dans le cas d'un niveau critique entraînant un impact sur l'EBITDA, nous, on a indiqué en seuil critique un impact EBITDA de plus de 50 millions d'euros. Bien entendu, si votre entreprise, elle génère un EBITDA de 10 millions d'euros, vous allez adapter quelque part votre échelle. L'idée, c'est vraiment de déterminer pour votre entreprise ce qui est considéré comme un enjeu critique et ce qui est considéré comme un enjeu faible. Mathieu, je te laisse passer sur la slide suivante. Alors, on a vu juste avant un exemple de cotation pour la matérialité financière. On vous a également mis un exemple de cotation pour la matérialité d'impact. Donc, les impacts, ils doivent être caractérisés selon leur niveau de gravité, d'étendue géographique et de remédiabilité, c'est-à-dire est-ce que l'impact il est irréversible ou non. Là aussi, on vous a donné un exemple de cotation pour un niveau critique d'impact. Donc, par exemple, impact sur l'environnement, gravité, ce serait de dire est-ce que je vais avoir un impact important sur l'écosystème qui m'entoure. Autre point, ça serait de dire est-ce que finalement mon impact potentiel, il aurait un impact à portée régionale, juste au niveau de mon site, au niveau national. Là aussi, ça va déterminer quelque part le niveau de criticité. Et enfin, est-ce que votre impact, il est irréversible ou est-ce que en mettant quelques actions en place, on peut revenir dessus. Voilà les informations qu'on pouvait vous donner sur l'analyse de double matérialité, donc la matérialité financière et la matérialité d'impact. Et à titre d'information, ces points seront plus largement détaillés dans notre deuxième webinaire sur la CSRD, puisque l'objectif aujourd'hui, c'était plutôt de vous introduire les principaux points de la CSRD. Dernier point donc, de l'analyse de double matérialité, ce sera la documentation de ce process, ou je dirais la formalisation. Les ESRS ne définissent pas précisément ce qui est attendu en termes de documentation, donc le champ est relativement libre, mais cependant, il est bien précisé que l'ensemble du processus doit être documenté. Ce point-là, il sera audité par les CAC, je pense que Mathieu reviendra dessus par la suite. Donc, il faudra absolument matérialiser ce process. Point important, l'analyse de double matérialité, on l'a vu, ça va être un chantier assez important pour les entreprises. Donc, on attend que quelque part ce process soit mis à jour chaque année, mais il n'est pas nécessaire de refaire l'intégralité du processus, sauf changement majeur intervenu dans l'entreprise. Par changement majeur, on entend par exemple l'acquisition d'une nouvelle entité qui entraînerait un poids de chiffre d'affaires de 20% pour l'entreprise et donc qui potentiellement apporterait de nouveaux impacts, risques ou opportunités. Il sera par contre recommandé de faire une revue approfondie de ce process tous les 3 ans. Autre point, donc la norme ESRS 1, elle précise également les horizons de temps. Donc là, on vous a indiqué quels étaient les horizons de temps attendus. Donc quand vous détaillerez vos enjeux, vous devrez préciser si les impacts sont court terme, moyen terme ou long terme. On va maintenant voir concrètement un exemple du type de données qui serait attendu dans le cadre de ESRS E1. Donc, pour rappel ou information, la norme ESRS E1, c'est la norme sur le changement climatique. Donc, la structure pour présenter les informations, elle suit toujours la logique suivante, peu importe les normes thématiques approchées. Donc, on aura toujours la logique de gouvernance, de stratégie, d'impact, risque et opportunité, et finalement, les indicateurs et objectifs.
Donc, dans le cadre de l'ESRS E1, on a souhaité vous mettre un petit peu la typologie d'informations qui allait devoir être fournie. On a sur la gouvernance les informations qui sont notamment liées à la rémunération variable des membres de la direction sur la réduction des gaz à effet de serre. Sur la partie stratégie, il conviendra ici d'apporter des informations sur la résilience du modèle d'affaires en lien avec le changement climatique. Il faudra également communiquer sur le plan de transition prévu par l'entreprise pour l'atténuation du changement climatique. D'un point de vue aéro, donc impact, risque et opportunité, c'est le point qu'on a abordé précédemment. Donc là, il faudra communiquer sur les politiques d'atténuation et d'adaptation au changement climatique et quelles sont les actions et ressources financières ou de personnes qui sont mises en place par l'entreprise. Enfin, d'un point de vue indicateur et objectif pur, on va dire, je voulais, moi, vous dire qu'il faut avoir en tête que dans l'ensemble de ce reporting de durabilité, seulement 30% des indicateurs qui sont attendus sont des indicateurs quantitatifs. C'est-à-dire qu'on va attendre une donnée. 70% des indicateurs, ça va être du narratif ou du semi-narratif. Donc, dans notre cas, là, sur l'ESRS E1, voici la typologie des données qui va être attendue. Donc, les objectifs d'atténuation, d'adaptation sera notamment attendu une trajectoire de décarbonation pour répondre à ce point. Donc, fonction de là où vous en êtes aujourd'hui, le premier point d'étape, ce sera forcément de réaliser un bilan carbone et à partir de là, de calculer une trajectoire pour atteindre un niveau de décarbonation. C'est des objectifs qui vont être demandés dans cette norme. Vous devrez également communiquer donc, sur les consommations d'énergie et le mix énergétique. Donc là aussi, si aujourd'hui vous ne suivez pas vos consommations d'énergie, que ce soit le gaz, l'électricité, le fuel ou autre, je vous conseille dès à présent de commencer à mettre en place cette typologie de données ou de reporting, on va dire. Enfin, donc les émissions de GES, donc de gaz à effet de serre, et on parle là aussi du bilan carbone, scope 1, 2, 3. J'en profite pour vous indiquer que si vous n'avez pas encore réalisé votre bilan carbone, bon, comme je l'ai dit, ce sera inattendu. Il est essentiel donc de se mettre en ordre de marche dès maintenant. Et sachez qu'il existe des aides de la BPI sur ce sujet, et notamment le DIAC Décarbonation. Enfin, dans les données qui seront demandées dans cette norme, il y a également les potentiels effets financiers où des dispositifs transitoires seront possibles. Donc, pour les effets financiers, en l'occurrence, pendant les 3 premières années, les entreprises pourront ne pas communiquer dessus. Donc, on le voit, la quantité de données, elle est importante, mais la structure du rapport, elle suit quand même une certaine logique. Je vais donner, je pense, la parole maintenant à Mathieu qui va vous communiquer les attendus des CAC sur le sujet. Alors, la vérification du rapport de durabilité. Donc, auparavant, donc, la DPEF devait faire une vérification par un OTI, donc un organisme tiers indépendant, qui avait été accrédité par le COFRAC selon la norme ISO pour les missions de vérification. Alors, en pratique, ce qui se passait pour les entreprises concernées, c'est qu'elles mandataient généralement leur commissaire aux comptes qui disposait de cette accréditation spécifique du fait de l'obligation de publication de leurs clients. Alors, concernant la CSRD, ça change un petit peu la donne puisque les OTI pourront toujours vérifier le rapport, mais compte tenu de l'augmentation du volume d'entreprises concernées, les commissaires aux comptes ont obtenu l'accréditation sous condition, évidemment, du suivi d'une formation spécifique. Donc, comme je vous l'ai dit en début de webinaire, moi, je suis moi-même en cours de réalisation de ce cursus afin d'obtenir l'accréditation. Donc, ce cursus, pour vous donner un ordre de grandeur, il est d'une durée de 90 heures de formation. Donc, comment est nommé le vérificateur? Donc, le vérificateur, il est nommé par l'Assemblée générale pour une durée de 6 exercices. Donc, le même principe que pour les nominations des commissaires aux comptes. Et afin d'aligner le mandat du vérificateur sur celui du commissaire aux comptes, donc il y a aussi une durée de 6 ans, la possibilité est donnée de caler le premier mandat sur la durée résiduelle du mandat du commissaire aux comptes, donc afin d'avoir une date de renouvellement concomitante pour les 2 mandats. Alors, en termes de niveau d'assurance délivré, le vérificateur délivrera un niveau d'assurance limité, c'est-à-dire un niveau d'assurance inférieur à celui qui est porté
sur les comptes par le commissaire aux comptes, donc qui est qualifié aujourd'hui d'assurance raisonnable. Donc, dans un premier temps, les procédures de contrôle seront allégées par rapport aux diligences que le commissaire aux comptes peut exercer sur les comptes. Alors néanmoins, ce niveau d'assurance limitée ne sera que transitoire, puisque l'objectif est d'atteindre un niveau d'assurance raisonnable à l'horizon 2028. Donc, à ce stade, les attentes de l'organisme vérificateur devraient porter sur les points suivants. Donc, comme l'a évoqué Pauline, l'analyse de la double matérialité et l'identification des parties prenantes dans la chaîne de valeur. Un autre point sera aussi la qualité de l'information, évidemment. Et puis, le troisième point serait l'identification des activités éligibles et le calcul des ratios en découlant dans le respect de la taxonomie. Alors, les sanctions prévues en cas de manquement, donc en cas d'absence de vérification ou d'entrave à la vérification, les sanctions applicables seront pénales, donc de la même manière que pour les manquements dans la certification des comptes par les commissaires aux comptes. Et puis au-delà des sanctions, le risque sera surtout réputationnel et pourra engendrer des pertes de chiffre d'affaires ou encore les accès au financement pourraient pâtir du non-respect de ces obligations ou encore la valorisation de la société en bourse. Donc, le non-respect de ces dispositions pourrait impacter négativement la performance opérationnelle de l'entreprise, donc un enjeu de plus en plus prégnant pour les parties prenantes. Parfait, merci beaucoup pour cette présentation donc des concepts clés de la CSRD. Ce qu'on vous propose, on a gardé un peu de temps sur la fin pour réaliser un certain nombre de questions-réponses. Ces questions, vous pouvez directement les poser dans le chat participant. Je n'en ai pas vu à ce stade. En attendant que les questions arrivent, moi j'avais quelques petites questions. Pauline, Mathieu, si vous pouvez répondre, c'est si je clôture finalement mes comptes au 30 juin, comment ça se passe pour l'application de la CSRD? Bon, alors moi je peux répondre à cette question. Prenons par exemple les entités concernées par la deuxième vague, là, donc publication en 2026 sur compte 2025. Alors, ça concerne les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Donc, si vous clôturez au 30 juin, la publication, ça sera donc 30 juin 26, donc publication en 26 ou 27. Donc, c'est bien les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025. Ok, merci. Par ailleurs, si on souhaite vraiment se préparer à la mise en œuvre de la CSRD, comment on doit s'y prendre, Pauline Alors, le mieux, j'ai envie de vous dire, c'est de vous y préparer dès maintenant. Alors, on l'évoquera, pareil, là aussi, avec un plan d'action, une roadmap un petit peu dédiée sur comment est-ce qu'on y va. Ce qui est essentiel, finalement, c'est déjà d'embarquer la direction sur ces sujets-là, de la sensibiliser, parce qu'on le voit, en fait, ça va toucher plusieurs services dans l'entreprise, que ce soit RH, QSE, financier. Donc, la première étape, ce serait d'embarquer ou de sensibiliser la direction sur ces sujets-là. Et ensuite, il faut vraiment pas tarder sur la partie analyse de double matérialité. Parce que vous le voyez, c'est cette analyse qui va conditionner les données sur lesquelles vous devrez reporter. D'ores et déjà, ce qu'on peut dire, c'est que si vous ne réalisez pas de bilan carbone sur l'ensemble des scopes, si vous ne suivez pas vos consommations d'énergie, je vous conseillerais déjà de commencer par là, parce que ce sera quasi obligatoirement un attendu. Pour information, la norme SRS E1, donc celle du changement climatique, c'est la seule norme thématique sur laquelle vous serez obligé quelque part de venir justifier pourquoi la norme n'est pas considérée comme matérielle pour votre entreprise. Voilà. Ok, merci.
Donc en attendant, il y a Nadine qui nous a posé une question, c'est comment choisir le CAC vérificateur lorsqu'on est soi-même expert comptable et commissaire aux comptes? Ouais. Mathieu, donc comment choisir le CAC vérificateur, j'imagine sur un mandat lorsqu'on est soi-même expert comptable ou CAC? Bah, la question, soit vous êtes commissaire aux comptes d'une société et puis vous passez votre accréditation et donc vous pourrez certifier les données non financières. Si ce n'est pas le cas, il faut vous adresser soit à une OTI qui est accréditée, soit à un commissaire aux comptes qui est lui aussi accrédité. Et la liste des sociétés accréditées, on l'aura sur le site de la CNCC, ou, tu sais ça, Mathieu, ou c'est pas encore défini clairement? Bah, là, c'est pas encore défini puisque de toute façon, la plupart des commissaires aux comptes sont en cours de formation et donc j'imagine que la CNCC communiquera à la sortie là, de la première vague, donc la première fournée de commissaires aux comptes qui seront accrédités, ce sera fin juin de cette année. Donc j'imagine qu'elle communiquera la liste. Sinon, pour les OTI, la liste des OTI accrédités est assez facile à trouver, je dirais, quand vous allez sur Internet. Ok. J'ai pas vu d'autres questions à ce stade sur le chat. Si. Si, alors c'est toujours Nadine. Si on sera CAC accrédité, on peut vérifier ses propres données. Je pense que là, il y a une confusion entre l'expertise et la partie commissariat au compte. Mathieu, je te laisse peut-être répondre. Donc, si on est CAC accrédité, peut-on vérifier ses propres données? Le principe de la vérification, c'est que l'auto-révision est interdite, donc non, la réponse est non. Ok, merci. Donc effectivement, on a bien évoqué le fait que voilà, l'idée c'était de vous présenter les concepts clés de la CSRD, vraiment la mise en œuvre pratique et concrète de cette loi sera abordée lors d'un prochain webinaire qui va se tenir donc le mercredi 22 mai à 11h. Donc voilà, n'hésitez pas à vous y inscrire. Par ailleurs, si vous avez des questions sur ces slides ou des questions générales sur la CSRD, n'hésitez pas à utiliser, il y aura un petit bouton pour pouvoir chatter avec nous à la fin de ce webinaire, pour pouvoir nous contacter. Et puis également, vous pouvez revoir ce webinaire à volonté au cours des prochains mois, à l'issue de cette réunion, puisque Webikeo vous le met à disposition pendant plusieurs mois. Je ne vois pas d'autres questions. Non, je vois pas d'autres questions à ce stade, donc je pense qu'on peut arrêter donc le webinaire. En tout cas, un grand merci pour votre participation, et puis on vous dit à très bientôt, et sûrement au 22 mai, donc pour comprendre et mettre en place la CSRD. Au revoir, bon après-midi à tous. Bonne journée à tous, au revoir. Au revoir.